Bonjour. Aujourd'hui, après avoir terminé la première partie de la microélectronique, on va entamer la deuxième partie concernant la conception assistée par ordinateur et on va parler de ce qu'on appelle l'outil PSpice qui fait partie de mon logiciel OrCAD, mais on peut le trouver aussi dans des logiciels comme Cadence. Alors, on va parler un petit peu de l'historique de ce Spice. Alors, ce Spice-là, c'est un logiciel de simulation électrique des circuits et qui a été développé dans les années 70 à l'université de Berkeley aux États-Unis. Et après, il est devenu un standard outil en matière de la simulation analogique et de la conception des circuits intégrés. Évidemment, vous avez déjà fait des simulations avec d'autres logiciels, comme ICIS, comme d'autres, etc. Et maintenant, on va faire ce logiciel qui est universel. On le peut trouver dans des logiciels, les très gros logiciels de simulation électrique, comme OrCAD et comme Cadence. Alors, évidemment, comme chaque logiciel, il y a des versions. D'abord, la version de base de ce logiciel est apparue, qui a été apparue, comporte 4 modèles. Vous voyez, il comporte 4 modèles. Alors, premièrement, il comporte 4 modèles de composants. Ces modèles, c'est quoi? Ce ne sont que des diodes, JFET, le bipolaire et le MOS. La base de la fabrication des logiciels, c'est toujours en se basant sur ce qu'on appelle la modélisation. Chaque phénomène physique, pour le traiter dans un logiciel, on doit le modéliser, c'est-à-dire le décrire mathématiquement. Alors c'est pour cela que vous voyez ici que pour la diode, on a déjà effectué un modèle, il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui donnent comment la diode peut être modélisée mathématiquement par des équations qui peuvent décrire son fonctionnement. La même chose pour le JFET, le bipolaire, le MOS. Donc ça, c'était dans la version de base. On a modélisé ces 4 composants et à partir de ces 4 composants, on peut modéliser des circuits plus complexes en les rassemblant dans des macro-modèles. Alors, et depuis, et de façon continue, plusieurs améliorations lui ont été apportées. Alors, les améliorations pour les logiciels, on les apporte où? Dans des algorithmes, d'abord. Des algorithmes de calcul, c'est-à-dire, ça, on décrit avec des algorithmes, c'est-à-dire des équations mathématiques qui peuvent décrire le fonctionnement et qui permettent un calcul simple et dans un temps qui est très court par rapport aux autres. Alors, les versions qu'on a créées, on a créé d'abord la version de Spice, de USpice, de ASpice, il y en a d'autres. Et pour, évidemment, travailler avec le logiciel de Spice, de quoi on a besoin? On a besoin de ce qu'on appelle une bibliothèque des modèles. Alors, la bibliothèque des modèles, dans ce cas, c'est celle qui va être comme outil principal pour décrire les différents circuits électroniques. Parce que les circuits électroniques, on peut trouver des circuits simples comme des diodes JFET bipolaire MOS, qu'on peut trouver des circuits complexes comme des circuits intégrés. Alors tout cela, on peut le trouver de ce qu'on appelle la bibliothèque des modèles, et à chaque fois, on voit dans le monde, il y a pas mal de thèses qui peuvent se tenir des gens qui peuvent se tenir leur thèse en se basant sur la création de modèles d'un composant électronique qui doit être vendu aux sociétés qui font de la réalisation de ces logiciels pour les injecter dans leur bibliothèque et qui seront outils de travail. Alors, le logiciel PSpice, lorsqu'on travaille avec ce logiciel, il ne connaît que les modèles qui se trouvent dans sa bibliothèque. Donc, si vous travaillez avec un composant où le modèle ne se trouve pas dans sa bibliothèque, dans ce cas, il ne va pas le connaître.
Alors, de toute façon, ces modèles peuvent néanmoins être regroupés en un seul macro-modèle, parce que toujours on se base sur les modèles simples, et on peut regrouper ces modèles dans un macro-modèle, comme le cas de l'amplificateur opérationnel. Il est constitué de plusieurs composants, et on peut les regrouper dans un seul macro-modèle avec lequel on va travailler. Donc ça, c'est en général une introduction sur le PSpice. Alors, sa structure, comment il est fait ce PSpice, pourquoi il est constitué? Alors, avec la version avec laquelle on va travailler, on voit très bien qu'il y a toujours un noyau de simulation. Le noyau de simulation de ce logiciel, c'est le pspice.exe. Donc ça, c'est le noyau de simulation, c'est le fichier exécutable de source. Alors, il y a aussi un éditeur de signaux qu'on appelle le STMED, c'est-à-dire il permet l'édition des différents signaux parce qu'un circuit électronique, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Comme on peut trouver des composants électroniques, on peut trouver des sources qui traitent les signaux, qui génèrent des signaux. C'est pour cela qu'il y a le STMED. Alors, pour lire les résultats, les signaux de sortie, les signaux d'entrée, le comportement d'un signal, on a besoin de ce qu'on appelle un outil graphique. Alors, cet outil graphique, c'est quoi? Il est donné par l'application probe. Alors, si on exécute probe, c'est-à-dire probe.exe, on rentre directement dans l'outil graphique dans lequel on peut voir les différents signaux générés par notre circuit. De même, il y a un éditeur des modèles des composants. Alors, pour voir les différents modèles de les modèles de différents composants, on exécute par .exe, il vous donne tout le modèle de votre composant. Alors, il y a une cinquième application, c'est quoi? C'est un éditeur et simulateur des schémas. Alors, dans cette application, on peut faire des schémas par le pesquide.exe. On va voir ça, tout ça dans des travaux pratiques avec ce logiciel-là. Alors, cette application, c'est celle qui vous donne un éditeur de schéma, là où vous voulez placer vos composants, vous faites les liaisons, vous invitez les ressources, etc. pour pouvoir effectuer un schéma général. Maintenant, ça c'est la constitution de différentes applications de PSpice. Maintenant, on va voir les caractéristiques. Alors, pour pouvoir simuler le fonctionnement d'un circuit, il est nécessaire de disposer. Alors, pour faire la simulation des circuits, de quoi on a besoin? Premièrement, on a besoin des modèles, c'est-à-dire tous les composants avec lesquels on va travailler doivent avoir des modèles dans la bibliothèque. C'est très important. Deuxième chose, on a besoin de ce qu'on appelle une liste d'interconnexions équipotentielles. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, on va avoir le schéma électronique et on va essayer de numéroter les nœuds pour distinguer la position des différents composants. Troisième chose, il y a les signaux qu'on doit injecter. Alors, c'est très important, il faut bien savoir comment on peut décrire un signal sinusoïdal, un signal carré, un signal exponentiel, comment on peut décrire ça. Et finalement, il y a les directives d'analyse. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une analyse statique, une analyse fréquentielle, une analyse en fonction de température? Donc, vous voyez, alors ça, ce sont les différentes étapes ou bien les choses les plus importantes qu'on peut savoir avant de faire la simulation. Est-ce qu'on peut savoir? Les modèles dans la bibliothèque, numérotation de votre schéma, les signaux et les alimentations, les signaux d'entrée et les alimentations, parce que les composants nécessitent d'être alimentés, comme le signal qu'on va faire injecter dans votre signal, il faut bien le décrire, il est de type carré, sinusoïdal, triangulaire, etc. Et les directives, qu'est-ce qu'on veut traiter? Est-ce
lorsqu'on veut traiter une allèle statique, dynamique, en fonction de temps, en fonction de fréquence, etc. Alors, tout l'ensemble de ces choses-là, elles doivent être écrites. L'ensemble de ces informations doivent être regroupées dans ce qu'on appelle un fichier circuit. C'est quoi un fichier circuit? C'est un fichier avec un nom, mais qui se termine avec une extension qu'on appelle surface. Alors, on doit écrire tout cela. Je vais vous montrer après où on peut écrire, comment on peut écrire un fichier qui traite là où on peut avoir les modèles, les signaux, les directives, tout cela, on va le voir dans des exemples. Mais toujours, le fichier dans lequel on écrit le programme, c'est un fichier qui se termine par l'extension CIR. Alors, on va voir les caractéristiques de ce circuit. Ce circuit, c'est un fichier texte. Voilà. On peut écrire. Et il est constitué de quoi? D'abord, on va avoir un titre au début. Il commence par un titre. Donc, on va le voir ici dans cet exemple. Par exemple, voilà un schéma qu'on va le traiter. Alors, vous voyez que le fichier, c'est celui-là qui est écrit ici. Donc, ça, c'est le fichier qu'on a écrit. Ça, c'est le fichier étoile.cir, qu'on va le nommer par exemple ZNR. Voilà, par exemple, ZNR.cir. Donc, ça, c'est le fichier ZNR.cir. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit à l'intérieur? Premièrement, toujours la première ligne. Donc, ça, c'est la première ligne. Ça, c'est le titre. Donc, la première ligne, c'est toujours le titre. La dernière ligne, elle se termine par point 1. Et pas le point, c'est très important. Et entre le titre et point 1, on écrit le programme. Bon, alors vous mettez dans votre tête que le fichier c'est .cir. La première ligne, c'est une ligne où on écrit le titre. Donc il va toujours la considérer comme un titre. La dernière ligne, c'est point 1. Et entre les deux, on doit écrire la description de notre circuit et les directives de simulation et les modèles. Alors, vous voyez l'intitulé des bibliothèques de modèles utilisées. Alors, vous voyez ça, toujours parce que ici, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler avec un composant actif, qui est le transistor, un composant actif, qui est la diode. Alors, on a besoin de quoi? D'avoir leur modèle. Alors, leur modèle, où se trouve le modèle de transistor bipolaire? Il est là. Le modèle de la diode, il est là. Dans ce cas, il faut faire intervenir les modèles. Comment on va faire intervenir les modèles? C'est grâce à quoi? À l'instruction .lib. Alors, lorsqu'on fait .lib, on donne le nom du fichier là où se trouve le modèle. Alors, .lib, c'est diode.lib, c'est-à-dire on va directement vers le fichier diode.lib, on trouve le modèle de cette diode. .lib, bipolaire.lib, pour faire appeler le modèle de transistor bipolaire, on doit faire appel au fichier là où se trouve ce modèle. Parce qu'on va utiliser ce transistor-là, on a besoin de son modèle. Les directives de simulation. Alors là, on voit qu'il y a des directives de simulation. C'est quoi? On a fait l'étude ici en fonction de la température. Donc, directive de simulation, c'est point d'essai. Donc, on va voir ça plus en détail. C'est seulement ici, je donne un aperçu général. Alors ça, point d'essai, c'est une directive de simulation. On va faire la simulation en fonction de la température. Donc, les températures qui varient de 0 jusqu'à 150 avec un pas de 0,5. La variation, comment elle est linéaire. Donc ça, c'est une directive de simulation. La description des signaux. Alors ici, combien de signaux on a? On a le signal d'alimentation. C'est pour cela, ça c'est une tension, on va voir ça plus en détail après. Ça commence avec V, donc ce V, il se trouve entre le nœud 1 et 0, sa valeur est 9. Alors ici, j'ai oublié de vous dire que lorsqu'on a un schéma comme celui-là, on doit numéroter les nœuds. Vous voyez ici, ça c'est le nœud 1.
Ici, le nœud 2, j'ai numéroté. Le nœud 3, elle est là. Et la masse, toujours, c'est le nœud 0. Et pour décrire les composants, toujours, on fait appel à composants. Par exemple, ici, la résistance R1, ou bien la diode, la résistance R1, elle est là. Elle se trouve entre le nœud 1 et 0. Voilà, résistance 1 et 2. La résistance se trouve entre le nœud 1 et 2. Sa valeur, elle est de 33. La diode ZR aussi, elle se trouve entre le nœud 0 et 2. Dans ce cas, ça, c'est le nom de la diode. Et ce nom-là, où il se trouve dans la bibliothèque de la diode. C'est pour cela que j'ai mis point libre, diode, point libre. Alors, dans ce cas, il va dans ce fichier-là, il cherche cette référence-là, il va la trouver pour utiliser le modèle de la diode. Le transistor, il est nommé, ça c'est, le transistor, c'est U1. Il est compris entre 1, c'est-à-dire collecteur, base, émetteur, le nœud 1, le nœud 3, le nœud 2, le nœud 3, 1, 2, 3. Le nom commercial, c'est celui-là, où il se trouve dans cette bibliothèque. C'est clair? Alors, comme ça, donc vous voyez en général, et on a mis le probe dans le programme, c'est pour inviter l'outil graphique pour voir les signaux après la simulation. C'est clair? Alors ici, qu'est-ce qu'on a écrit? La résistance RL, comme vous le voyez, elle est là. C'est comprise entre le nœud 3 et 0. Sa valeur, elle est de 5,1. Alors ça, c'est en général comment on peut écrire un fichier circuit, ce qu'on appelle point .cir. Toujours, il commence par un titre, il se termine par point .1, et la disposition des lignes, vous les faites aléatoirement, et on ne va pas tenir compte de l'ordre. Dans ce cas, c'est pour lui, l'ordre n'est pas important. Vous écrivez, vous commencez par n'importe quelle instruction, c'est-à-dire vous commencez par les sources, vous commencez par les composants, par les directives, par la bibliothèque, comme vous voulez. Mais l'important, l'ordre pour lui qui est important, c'est le titre et le point 1. Là, maintenant, on va essayer de voir les propriétés de ce fichier. Comme j'ai dit toujours ici, que les directives commencent toujours par point. Donc, vous les voyez ici, les directives, point libre, point DC, point 1. Les directives, toujours, elles commencent par un point. Le nœud masse est repéré par 0. C'est ce qu'on a déjà vu, la masse, lorsqu'on a numéroté ici, la masse est 0. Donc, vous voyez ici, RL, il est compris entre 3 et 0. RL compris entre 3 et 0, c'est-à-dire 3, 0, c'est la masse. L'utilisation des caractères majuscules ou minuscules, c'est la même chose. Vous pouvez écrire en majuscule ou minuscule, c'est la même chose. Lorsqu'une entrée comporte plusieurs lignes, alors là, parce que parfois on commence à écrire, on n'a pas assez de place, on vient à la ligne, on ajoute un plus pour continuer ce qu'on voulait écrire. Pour le commentaire, toute ligne commence par étoile est un commentaire. Et après, lorsque vous commencez une ligne, vous voulez faire un commentaire après la ligne, vous mettez point virgule pour écrire un commentaire. Après. Et pour les unités, alors pour lui, les unités toujours sont comme ça. P, le pico 10-12 est P, nano c'est N, micro c'est U, milli c'est M, kilo c'est K, méga c'est meg, giga c'est G, etc. c'est N. Donc ça, ce sont les unités. On va voir ça plus en détail dans des exemples. Alors l'exemple suivant, comme vous le voyez, c'est un transistor bipolaire. Là, on veut faire l'étude statique. Est-ce qu'on a appliqué ici un générateur de courant, ici un générateur de tension, et on va essayer de faire varier pour tracer le courant IC en fonction de VC2 et de le programme est le suivant. La première ligne, comme on l'a dit, c'est une ligne titre. Donc, vous écrivez n'importe quoi, ce que vous voulez écrire, c'est pour donner un titre à votre programme. Et la dernière ligne, donc ça c'est le titre, la dernière ligne, c'est point 1.
Les directives, on a ici, on va travailler avec un transistor bipolaire. Alors, c'est pour cela qu'on a fait intervenir point lib. Vous voyez, le fichier là où il se trouve le modèle. Alors là, vous voyez le point virgule que j'ai mis ici, c'est pour écrire le commentaire. Alors, le commentaire de cette ligne, à quoi ça sert? J'ai dit ici, c'est une bibliothèque des modèles des transistors bipolaires. Alors, tout cela ici, que vous voyez après le point virgule, c'est un commentaire. La même chose ici, j'ai mis étoile. Alors, cette ligne-là, c'est un commentaire. Alors, dans cette ligne-là, qu'est-ce que j'ai écrit? Le calcul du courant IC en fonction de VCE pour différentes valeurs de IP. Dans ce cas, pour lui, ça, tout ce que j'écris là, c'est un commentaire. On ne va pas tenir en compte dans les calculs. Alors, la directive, c'est DC. Ça, je vais faire une étude statique en fonction de la variable VCE. En fonction de cette variable, VCE, c'est le VCE qui va varier de 0 jusqu'à 10. On va voir ça plus en détail avec un pas de 0,05. Mais en même temps, je vais avoir une deuxième variable qui est statique, c'est le IP. Alors, il va faire tout ce calcul pour IP est égal à 50 micros. Après, il va incrémenter, donc ça, c'est le pas avec 50. Et après 50, jusqu'à ce qu'il arrive à 500 microampères. Alors, la disposition des sources, alors j'ai ici une source de courant, c'est IP, entre 0 et 1. J'ai une source de tension, VCE, entre 2 et 0, sa valeur est 5. Et j'ai la position du transistor bipolaire qui est Q1. Alors, la disposition des nœuds, c'est toujours, on commence par le collecteur, vous voyez, collecteur, base, émetteur. Alors, le collecteur ici, qui se trouve sur le 2, base sur le 1 et le collecteur sur le 0. C'est pour cela que j'ai mis 2, 1, 0 et j'ai mis ici le nom commercial de transistor bipolaire. Alors c'est pour cela, pour trouver ce transistor-là, il va faire appel à quoi? À la bibliothèque que j'ai mis en haut. Et finalement, pour voir tous ces résultats dans un éditeur graphique, je vais utiliser le point O. Alors ça, c'est un exemple qui vous montre l'utilisation. Soit vous écrivez majuscule, minuscule, la position n'importe comment, mais l'important, c'est que vous commencez toujours la première ligne, c'est le titre, la dernière, c'est point. Alors maintenant, on va essayer de décrire comment on peut écrire les sources. On va commencer d'abord parce que comment on peut décrire les composants dans les circuits. On peut les écrire dans ce logiciel PSpice. Évidemment, on va commencer par les sources indépendantes, c'est-à-dire la valeur de la source qui est indépendante. La plupart du temps, ce sont des tensions ou bien des courants qui ne dépendent pas d'autres sources. Par exemple, l'alimentation. Alors, pour les tensions, toujours, la première lettre, c'est V. Pour les courants, la première lettre, c'est I. Et après, vous écrivez ici ce que vous voulez. Hein. Et ici, vous mettez le nœud positif, la borne positive de votre tension, ici la borne négative de votre tension, et finalement, la valeur. Pour les courants, on commence par la borne négative, la borne positive et la valeur. Exemple. Vin, compris entre le nœud 1 et 0, sa valeur, elle est de 10 volts. On n'écrit pas le volt. Pourquoi? Parce que c'est automatiquement, c'est un cas qu'on va ajouter. Le fait que j'ai mis ici V, c'est-à-dire c'est une tension. Donc, ce n'est pas la peine de mettre V. Vous mettez 10 et ça, c'est ce qui signifie 10 volts. Alors, pour le courant I, j'ai le courant I, j'ai compris entre 2 et 4. Sa valeur, elle est de 100 milliampères. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire ici ampère en A. Pourquoi? Parce que cette ligne-là signifie que c'est un courant. C'est pour cela que j'ai mis 100 petits. Alors, ça, ce sont des sources indépendantes. Comme il existe des sources indépendantes, il existe des sources dépendantes, c'est-à-dire qu'elles dépendent d'autres paramètres. Alors, on peut citer 4 types de sources. De tension contrôlée par une tension contrôlée par un courant contrôlé par une tension, courant contrôlé par un courant. Alors là, c'est une source de tension contrôlée par une tension.
exemple des sources de tension contrôlées par une tension. C'est le cas du transistor, le modèle du transistor. Alors, le modèle du transistor, qu'est-ce que vous faites? Ici, voilà, le modèle d'un transistor bipolaire. C'est celui-là. Ça, c'est le courant IP. C'est ça. Ici, c'est H12VCE. Et ça, c'est VCE, elle est là. Et ça, c'est bêta IP. Ça, c'est 1 sur H2. Alors, vous voyez que ce générateur-là, elle dépend de la valeur VCE. Donc, ça, c'est une source de tension qui est contrôlée par une tension. Alors, ici, je vais mettre ici les nœuds N plus et N moins. Et ici, les nœuds NC plus et NC moins. Lorsque je vais numéroter, alors, je vais écrire E avec un nom. Dans ce cas, ce genre de source de tension, elle est donnée par E, avec évidemment quelques lettres ici, bien des chiffres. Vous écrivez la position des nœuds ici, hein, de cette source-là entre N plus et N moins. L'autre contrôlé, et ici c'est la valeur, c'est-à-dire quelle valeur? C'est la valeur H12 comme on a ici dans le. Voilà, c'est clair. Alors ça, c'est un exemple des sources de tension contrôlées par une tension. Ouais, c'est ça. Exemple. Par exemple, le cône, c'est la source qui se trouve entre les nœuds 1 et 2. La source qui la contrôle, elle se trouve entre les nœuds 12 et 3. La valeur, elle est de 20. Donc ça, c'est une source de tension contrôlée par une tension. Il y a des sources de tension contrôlées par un courant. Alors là, la première, on l'appelle gain en tension. La deuxième, c'est la résistance. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a une source, ici, une source de tension contrôlée par une source de courant, c'est-à-dire par un courant qui passe ici. Ça, c'est V1. Elle est contrôlée, la valeur de V1, elle est contrôlée par le courant qui passe dans cette branche. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? On met le H, on met des nœuds ici, hein. N plus, N moins. C'est les nœuds où il se trouve cette tension. Mais ici, le courant I, comment on peut le représenter? C'est très simple. On va dire qu'il existe une tension Vn, par exemple, de valeur nulle. Et traverse cette ligne. Si on met un générateur dont la valeur est nulle, c'est la même chose que comme si on a. Et on met ce nom-là, c'est celui qu'on va le mettre ici. Et on met la valeur. Et dans ce cas, V de 1 est égal à la valeur fois le courant. Clair? Et l'exemple, il est là. H comme, c'est-à-dire 3 et 5, il se trouve ici 3 et 5, ici, ce sont les nœuds. V2, c'est le nom que j'ai donné à ça. Et la valeur, c'est 0,5K, c'est la valeur, dans ce cas, V1 est égal à 0,5K fois.
Maintenant, on va voir source de courant contrôlée par une tension. Ah, elle est là. Dans ce cas, c'est une source de courant. Un courant ici. Il y a une source de courant qui est là, contrôlée par une tension qui se trouve ici. Alors, la source de courant, ça c'est N-, N+. Et la source de tension, elle est ici, c'est C+, C-. Et la valeur, c'est I, est égale à une valeur fois V. Et ce qu'on appelle la transconductance. I est égal, cette valeur-là, c'est une transconductance, c'est-à-dire I sur V. L'exemple, vous voyez ici, G comme, c'est-à-dire cette tension-là, c'est nœud-là, c'est 2, ce nœud-là, c'est 0, ce nœud-là, c'est 5, ce nœud-là, c'est 0. Et la valeur ici, elle est de 0,1. Ça, c'est une source de courant contrôlée par une tension. Maintenant, on va voir une source de courant contrôlée par un courant. C'est la même chose que tout à l'heure. Mais ici, on va faire un courant au lieu d'une tension. Et elle est notée, désignée par F. Alors, ça, c'est désigné par G ici. Et l'autre, c'est désigné par, ça c'est G et ça c'est F. C'est une source de courant contrôlée par un courant. C'est-à-dire, j'ai ici, par exemple, une source de courant. C'est I1. Qui va être contrôlé par un courant qui passe dans la branche I2. Dans la branche, c'est un courant I2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est les nœuds N+, et N-. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée un générateur de tension nulle Vm, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, ici, fait comme, c'est entre 13, alors ça, c'est le nœud 13, ça, c'est le nœud 4. Et ça, c'est la tension V5. Et la valeur ici, c'est 5. Dans ce cas, c'est I1 est égal à 5 fois I2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un gain en courant. Alors ça, ce qui concerne les sources dépendantes. Maintenant, on va voir les types des sources qui existent. Des sources qui varient dans le temps, leur forme. Il y a des tensions continues, et comme il y a des tensions qui varient dans le temps. Alors, pourquoi on a besoin de ces tensions qui varient dans le temps? Parce que en électronique, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle l'analyse temporaire, c'est-à-dire quelque chose qui varie dans le temps. Alors, c'est pour cela qu'on va voir, par exemple, les sinus sinusoïdales, signal rectangulaire, triangulaire. Alors, tout cela, ce sont des signaux. Alors, on va voir comment on peut les représenter, les décrire dans un programme. Et comment le PSpice connaît un signal temporel de nature différente, c'est-à-dire soit une pulsation, soit un signal sinusoïdal, soit un signal exponentiel, ou bien un forme d'onde, ou bien un signal modulé en fréquence. Comment le PSpice le connaître? On va décrire les différents paramètres pour décrire ce type de signaux. Et on va commencer par la pulsation. Donc ça, on a un signal carré. Voilà, vous voyez le signal en haut. Alors, ce signal-là, de quoi il est constitué? Il est constitué d'abord d'une tension min. Vous voyez, ça c'est V1, ça c'est V1, ça c'est la tension min, V1. Et une tension max, ça c'est la tension max qui est V2. Alors, comment on peut décrire ce signal-là? C'est toujours, on met pulse et on ouvre la parenthèse. Pulse, on ouvre la parenthèse, on décrit la valeur minimale, c'est V1. Ici, c'est 20 milli, comme vous le voyez. La tension maximale, V2, c'est 60 milli.
Et on doit décrire le temps de retard. Le temps de retard, c'est celui-là. T. The light time. Alors, vous voyez, le temps de retard ici, c'est 10 millisecondes. Donc, c'est le troisième. Après, je dois décrire le temps de montée. Le temps de montée, c'est ce temps-là. PR. Rise time. Vous voyez? Et le temps de descente, elle est là. Fall time. Et la largeur de l'impulsion, c'est ça. Bon, ça. Ça. Pulse wave, PW. Et finalement, la période, c'est la période tout entière. Alors, pour savoir avoir un exemple, j'ai une tension lorsque je mets le V, c'est-à-dire j'ai une tension. Je l'ai nommée 33, V33. Elle se trouve comprise entre le nœud 1 et 0. Elle a la forme d'une impulsion, c'est pour cela que j'ai mis pulse. Elle a une valeur minimale de 1, c'est-à-dire V1 est égal à 1 volt, valeur maximale 5 volts, minimale 1 volt, maximale 5 volts. Un temps de retard, c'est 1 seconde. Le temps de montée, c'est 0,1 seconde. Le temps de descente, c'est 0,4 secondes. La largeur de l'impulsion, c'est 0,5. Et la période, elle est de 2 secondes. Alors, comme ça, je peux décrire un signal. Alors, si vous écrivez comme ça dans votre programme, le programme Express va connaître que votre signal a cette forme, c'est-à-dire rectangulaire, une impulsion avec ces paramètres que vous avez décrits. Alors, la chose la plus importante, il faut toujours respecter l'ordre des paramètres. Toujours, on commence P1, P2, P2, PR, PR, PW, PR. L'ordre, elle est très important. Maintenant, on va voir un autre type de signaux, c'est le signal sinusoïdal. Ce n'est pas n'importe quel signal sinusoïdal, mais c'est un signal sinusoïdal amorti. Amorti, on va le voir ici. Toujours pour décrire le signal sinusoïdal, il faut mettre signe. C'est très important, cela veut dire que le signal est sinusoïdal. V0, c'est la tension de décalage. C'est celle-ci. V0. Vous voyez qu'elle est décalée, donc ça c'est le 0, elle est décalée de 20. L'amplitude, c'est cette valeur. Bien. La fréquence, d'abord on a ici une période, et on va prendre la fréquence ici, c'est 1 sur T. C'est 1 sur F. Fréquence. Et le temps de retard, c'est ce temps-là. PD. Temps de retard. Et ici, c'est l'amortissement. C'est-à-dire, l'amortissement, c'est quoi? C'est cette exponentielle en basse. Ici, c'est celle qui amorce. Ici, elle. Donc, ça, c'est l'amortissement. MPF, c'est le déphasage par rapport à d'autres signes. Exemple. Ici, j'ai une tension qui est V1 et se trouve entre le nœud 1 et 0. Elle est de nature sinusoïdale. C'est pour cela que j'ai mis ici signe. Alors, la tension de décalage, elle est de 2 volts.
l'amplitude c'est 4 volts, ça, un cas, c'est la fréquence du signal. Le 1, c'est quoi? C'est le temps de retard entre après le déclenchement. Vous voyez ici, il y a toujours un temps de retard ici, hein, comme vous le voyez ici. Je vais le mettre avec une autre couleur. Donc ça, c'est le temps de retard, comme vous le voyez. Ça, c'est 10. Et il y a l'amortissement, elle est de 10. Plus qu'on augmente cet amortissement, plus que le signal s'amortit d'une manière rapide, puisqu'elle est faible, dans ce cas, elle va amortir d'une manière rapide. Et le déphasage, c'est 30. Alors, si on veut décrire un signal sinusoïdal qui n'est pas amorti, par exemple comme ça, qui n'est pas amorti, il suffit d'enlever ces 3 paramètres. Et par défaut, il va prendre égal à 0. Alors, vous voyez ici le générateur de courant qui va générer un signal sinusoïdal. Elle va avoir une tension de décalage entre 5 à 5, c'est-à-dire ici, je vais avoir ici, c'est le 0. Et ici, c'est la valeur 5. Tension de décalage. La valeur maximale, elle est de 10. Alors, dans ce cas, je vais avoir ici 10, la valeur max. Et la fréquence, c'est 1 méga. Dans ce cas, les 3 paramètres, ils vont les considérer qu'ils sont nuls et on va avoir un signal sinusoïdal qui n'est pas amorti. Il suffit d'écrire la tension de décalage, l'amplitude et la fréquence. Maintenant, on va voir un autre type de signal, c'est le signal exponentiel. Ce signal exponentiel, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé d'abord par les valeurs V1 et V2. Donc ça, c'est V1 et la valeur V2, c'est la valeur max. Le temps de retard de V1, c'est ce temps-là. Et la constante de temps, c'est celle relative pour que celle-ci augmente jusqu'à la valeur V2. Il y a aussi ce qu'on appelle le temps de retard T2. Temps de retard T2, on va le passer, c'est celui qui est, comme répond tout ça. Ce temps-là est donc ça, c'est le temps de et l'amortissement, c'est-à-dire la constante de temps, c'est celle qui va correspondre à la chute de signal entre V2 jusqu'à V1. Et on peut voir ça dans l'exemple suivant. Vous voyez que ça, c'est une tension V1, un signal, c'est une tension V1 qui se trouve entre le nœud 1 et 0. Elle a la forme exponentielle, donc elle varie entre 1 et 5 volts, avec un temps de retard de 1 seconde et une constante de temps, c'est 0,2. Et le deuxième temps de retard, c'est 2 secondes, avec une constante de temps, c'est 0,5. Alors, de plus, le PSPICE aussi connaît les signaux modulés en fréquence. Il les note S, F, M, S, F, F, N. D'abord, il commence par la tension de décalage qui est V0. Vous voyez ici, dans ce cas, la tension de décalage se trouve ici. Celle-là. Ça, c'est V0. Tension de décalage. Vmax, c'est cette tension. VA. Et la fréquence FC, c'est la fréquence de la porteuse. Évidemment, un signal modulé en fréquence, c'est un signal qui est mélangé avec la porteuse. La fréquence de la porteuse, c'est FC. Et l'indice de modulation, comme vous avez déjà vu ça, c'est chaque modulation a un indice. Il faut bien le déterminer. Et la fréquence du signal qui est F. L'exemple est le suivant.
Ça, c'est la tension de décalage. Ça, c'est l'amplitude, la porteuse, l'indice et le signal à traiter. Évidemment, la tension, c'est comprise entre le nœud 8 et le nœud 0. Alors, parfois, on n'a pas un signal, mais on a besoin de faire un signal nous-mêmes. Alors, comme vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle un signal segmenté, qui est fait par ce qu'on appelle par des points. Ça, c'est un point ici, un point là, le point qui était au début là, un autre point ici. Alors, comment on peut décrire ce signal-là? C'est très simple. On va d'abord mettre ce qu'on appelle PWL. Et pour chaque point, il y a le temps. Chaque point, il est décrit par les abscisses et les coordonnées. Donc, ça, c'est, par exemple, ça, c'est le temps. Ça, c'est le point, par exemple, M3 ou bien M4. Ça, c'est le temps P4. Et ça, c'est la valeur V4. Alors, vous voyez que chaque point ici, je dois mettre son abscisse et son coordonnée jusqu'à ce que je termine tous les points. Exemple, j'ai la tension comprise entre 6 et 0. Alors, je vais mettre PWL, 0, 0, ça c'est le temps, la tension, le temps, la tension, le temps, la tension, le temps, la tension. Vous voyez, donc ça c'est le temps, ça c'est la tension, le temps, la tension, le temps, la tension, le temps, la tension, le temps, la tension, et le temps et la tension. Je dois décrire tout cela qui va me donner ce signal. Alors, du fait qu'on a maintenant parlé des signaux, maintenant, on va parler comment le PSpice connaît les composants électroniques. Alors, les composants électroniques que peut connaître le PSpice, il y a le condensateur. Le condensateur, toujours, on commence par la lettre C. Évidemment, après, vous donnez un nom à ce condensateur. Il y a l'inductance, c'est L. La résistance, c'est R. La diode est D. La ligne de transmission, c'est T. Le transistor bipolaire, c'est U. Le transistor FET, c'est J. Et le MOS, c'est M. Évidemment, pour les composants comme les transistors, il y a les types. Alors, il y a, pour les transistors bipolaires, il y a les NP1. Pour les JPF, il y a les NJF et les BJF. Et pour les MOS, il y a les NMOS et les PMOS. Pourquoi on a mis ces types-là? Parce que ces types-là, on peut décrire le modèle de ces composants. C'est à partir de là, on met ça et on ouvre la parenthèse. Lorsqu'on veut décrire le modèle d'un transistor, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous le voyez ici, point modèle. C'est pour décrire le modèle. Dans les fichiers là, on décrit le modèle. Si on ouvre une bibliothèque de PSpice et on veut voir les modèles, comment ils sont écrits à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font point modèle, ils donnent le nom du modèle. Par exemple, U de N22, ou bien le LM741, etc. Dans ce cas, ils donnent le nom du modèle. Vous voyez ici. Par exemple, U de N22. Et elle est de quel type? C'est-à-dire le type de modèle. Ici, on a travaillé avec un transistor. On va mettre ici le type de modèle. C'est NP1, par exemple. Ici, ce sont les types de modèles. Si vous travaillez avec un bipolaire, vous mettez soit NP1 ou bien PNP. Si vous travaillez avec un JP, vous mettez soit NJF ou bien PJF. Un transistor MOS, vous mettez soit NMOS ou bien PMOS. Alors ici, vous mettez
les modèles. Si vous travaillez avec un condensateur qui a un certain modèle, c'est-à-dire n'a pas une valeur fixe, mais il possède un modèle qui dépend des tensions, vous mettez ici K. Si vous travaillez avec une inductance qui varie en fonction de courant injecté, vous mettez INT. La résistance qui varie en fonction de température, c'est la même chose, ou bien la diode, vous mettez T. Alors là, c'est toujours, on met le type de modèle, et les types de modèles, ils sont là. Ça, ce sont les types. Les types de modèles, ils sont là. C'est K, 1, etc. Et entre les parenthèses, on décrit les paramètres de ce modèle. Et on va voir ça plus en détail lorsqu'on va traiter, lorsqu'on va faire le TP du CMOS, parce qu'on va décrire les transistors MOS et les différents paramètres des transistors MOS. Alors là, c'est un exemple, comme vous le voyez ici, d'un inverseur CMOS. Alors l'inverseur CMOS, qu'est-ce qu'il possède? Ça, c'est l'entrée, les deux grilles sont liées. Là, j'ai un transistor NMOS et ça, c'est un transistor PMOS, la tension d'alimentation VDD. Alors, pour décrire le modèle de celui-là, toujours on a dit, on commence le programme, ça c'est le programme. Le programme qu'on doit écrire pour ce circuit, il commence, ça c'est le titre. Et ça, c'est la fin du programme. C'est point 1. C'est bon? Alors là, entre les deux, on peut décrire tout le modèle. Alors, on va commencer par l'alimentation VDD. C'est celle-là. Donc, VDD, c'est une tension. Ça commence par V. J'ai noté après, ça c'est le nom que j'ai donné DD. Et se trouve comprise entre le nœud 1 et 0. Alors, ça, c'est le nœud 1. Ça, c'est 0, c'est la masse. Vous voyez? Ça, c'est le nœud 3. Toujours, on numérote toujours les nœuds. Ça, c'est 3. Ça, c'est le nœud 2. Voilà. Alors, VDD, c'est compris entre le nœud 1 et 0. Sa valeur, elle est de 5. Vin, elle est comprise entre 3 et 0. Vous voyez ici. Les transistors, toujours les transistors MOS, qu'est-ce qu'on a dit ici? Ça commence par quoi? Les transistors MOS, ça commence par M. Alors c'est pour cela qu'on a ici M. M, et j'ai identifié par 2. Alors le 2, il se trouve toujours, la numérotation, c'est toujours drain, grille, source, bug. Alors, le drain, où il se trouve le drain? C'est 2. Ça, c'est le premier. Ça, c'est M2. Ça, c'est le transistor M. Alors, le transistor 2, c'est drain, c'est-à-dire le nœud 2. Voilà, ça, c'est le drain, le nœud 2. La grille, c'est le nœud 3. La source, elle est là, c'est le nœud 1. Et le bug, c'est le nœud 1. Je vais lui donner un nom. Parce que c'est à partir de ce nom que je vais décrire le modèle. Et si je mentionne les paramètres géométriques, c'est-à-dire la longueur et la largeur des cartes. Alors c'est à partir de ce nom-là que je vais décrire le modèle. Alors le modèle de ce transistor, elle est définie par point mode. Je vais apporter ce nom-là. Et elle est de quel type, ce transistor-là? C'est un transistor PMOS. Alors c'est pour cela que j'ai mis ici PMOS. Et je vais ouvrir la parenthèse, et là, j'ai décrit seulement un seul paramètre qui est la tension de seuil. Alors, j'ai dit que la tension de seuil de ce transistor-là, qui est PMOS, elle est de valeur moins 0,6 watts. La même chose pour le transistor M1. Alors, le transistor M1, il se trouve entre le 2, le 3, 0 et 0. Ça, c'est 2, 3 et 0, 0. Je vais lui donner un nom, c'est N source. Les paramètres géométriques, c'est L, 1 micro, W, 1 micro. Mais qu'est-ce qu'il manque? Parce que moi, ici, je n'ai pas le modèle à l'intérieur de PSpace. Donc, c'est à moi de créer le modèle. C'est pour cela que j'ai créé ici un modèle de ce transistor, c'est point nom.
Modèle de quoi? C'est de N sources, vous voyez. La nature, bien le type de ce transistor-là, c'est NMOS. Alors c'est pour cela que j'ai mis NMOS, j'ai ouvert la parenthèse. Alors ça, c'est la tension de seuil de ce transistor-là qui est de l'ordre de 0,6 volts. Évidemment, j'ai mis le point propre, c'est l'outil graphique, et la directive de calcul. Alors là, je vais faire une étude statique. Cette étude statique, c'est point d'essai, on va voir ça plus en détail après. De quoi? La variable, c'est quoi? C'est VI. Alors, cette tension VI-là que j'ai mis ici, elle va varier de 0 jusqu'à 5 avec un pas de 0,1. Et comme ça, lorsque je vais lancer mon programme, il va exécuter toutes ces données-là pour me donner la variation. Ça, c'est VIN. Et moi, je vais tracer, par exemple, le Vout, qui va me donner une courbe, la caractéristique de transfert. On va voir ça plus en détail après. Maintenant, on va parler des directives. La première directive, la plus simple, et le PSPICE l'a fait automatiquement, c'est le point de fonctionnement. Point. Elle l'a fait automatiquement, sans lui demander ça, pour les versions récentes, elle l'a fait automatiquement. Alors, on voit très bien qu'on peut écrire point .op, c'est pour lui demander de donner le point de fonctionnement. Par exemple, ici, le point de fonctionnement ici, surtout du transistor, c'est le IC, le IP, le VCE et le VBE. Donc, il vous donne le IE et le VCE. Alors là, vous voyez, dans ce cas, ça, c'est un programme de ce circuit. La première ligne, c'est la ligne titre. La dernière ligne, c'est point AND. On a travaillé avec un transistor bipolaire, alors c'est le Q2N2222. Déjà, il se trouve dans la bibliothèque. C'est pour cela que j'ai mis point bipolaire. Et j'ai décrit, avant de décrire ça, j'ai déjà numéroté dans le circuit les différents nœuds. Par exemple, le R1, il se trouve entre le 1 et le 2. Le V1, c'est une tension continue qui se trouve entre le 1 et le 0 avec 10 volts. Le R3, c'est une résistance qui se trouve entre le 1 et le 3 qui possède 150 ohms. Et le R2, c'est une résistance qui se trouve entre le 2 et le 0 et qui a une valeur de 1 kg. De même, le transistor bipolaire, toujours, c'est dans l'ordre collecteur, base, émetteur. C'est dans cet ordre-là où on met les nœuds. Alors, vous voyez que ce transistor du 1, alors collecteur c'est 3, base c'est 2, et émetteur c'est 0. C'est très important. Et j'ai mis point .off, c'est pour la directive point de fonctionnement. Alors maintenant, il y a une autre directive, c'est la directive qui permet l'analyse en fonction d'une variable. La syntaxe est la suivante. On met point d'essai. On écrit la variable qu'on va utiliser pour faire varier. Et cette variable-là, évidemment, elle possède un intervalle de variation, c'est la valeur initiale, la valeur finale et le pas. C'est clair? Alors, celle-ci, on l'a déjà vue. Ici. Vous voyez, point d'essai, Vin, c'est ça, c'est la variable. Elle varie compris entre 0 et 5 avec une valeur de 0. Donc, c'est la même chose qu'on va la voir maintenant. Je vais vous donner un exemple aussi de celle-ci. Voilà, donc ça c'est l'étude statique des transistors bipolaires. Évidemment, ça c'est le programme. La première ligne c'est titre. La dernière ligne c'est la fin du programme. Je vais décrire les générateurs de courant et de tension. Alors le IP c'est le premier générateur de courant qui se trouve entre 0 et 1. Évidemment, tout cela c'est après effectuer la numérotation, comme vous le voyez ici. J'ai numéroté ici le 1, ici, j'ai numéroté ici le 1,
D'accord? Ici, c'est le 2. Voilà. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est 0. Alors, le transistor, le générateur de courant, c'est entre 0 et 1. Générateur de tension, c'est VCE entre le 2 et 0. Et le transistor, c'est toujours entre 2, 1 et 0. Voilà. Et les Q de N2222, toujours son modèle se trouve dans le fichier bipolaire.lib. Et j'ai invité l'outil graphique, mais évidemment, pour mettre en évidence la variation de la variable, j'ai mis .dc. Ici. Alors, quelle est la variable ici? C'est VCE. La variable VCE, elle va varier de 0 jusqu'à 10 volts avec un pas de 0,05. Mais ici, dans ce programme-là, il y a deux variables que je vais utiliser. La deuxième variable secondaire, c'est IP. C'est celle qui va varier de 50 micros. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire, ce programme-là? Elle va faire tout le calcul, il va fixer le IP à 50 micros, et il va faire varier VCE compris entre 0 et 10 pour IP constante à 50. Après, il va incrémenter 50. Ça c'est le pas, ça veut dire à 100 micros. Le IP va être fixé à 100 micros et va refaire le calcul en fonction de VCE, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à la valeur finale qui est 100 micros. Alors ça, c'est la directive .dc. Qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de faire l'étude du comportement du circuit en fonction d'une variable donnée. C'est ce qu'on appelle l'étude statique. Le point AC. Le point AC, c'est l'étude en fonction, ou bien l'analyse fréquentielle, surtout lorsqu'on veut tracer les diagrammes de Bode. Lorsqu'on veut tracer les diagrammes de Bode, on va faire une étude en fonction de la fréquence. Alors cette étude-là, elle va être mentionnée par point AC. Et là, c'est la nature du balayage. Est-ce qu'on va faire un balayage linéaire, ou bien en octave, ou bien en décade? Dans la plupart du temps, de préférable, on met en décade pour aller de 10 par 10. Et ici, c'est le nombre de points de calcul, la fréquence initiale et la fréquence finale. Très important. Alors, un exemple. J'ai ici un circuit RLC. Je vais faire l'étude en fonction de la fréquence. Alors, le programme est le suivant. Vous le voyez ici. Première ligne, c'est le titre. La dernière ligne, c'est fin. Ici, on voit très bien qu'il y a l'outil graphique, c'est point probe. J'ai décrit les différentes composantes de ce circuit en commençant par la résistance R1, l'inductance L1 et le condensateur C1. Voyez? Et ici, la tension V1, je vais la mettre ici. C'est compris entre 1 et 0. Mais cette tension-là, je dois fixer son amplitude. Alors, je dois mettre AC et je fixe l'amplitude. Donc ça, c'est l'amplitude. Si je ne fais pas le AC, il va prendre une amplitude nulle et il va vous donner tous les résultats seront nuls. Alors c'est pour cela que vous devez ajouter AC ici devant la source variable ici. Et après, je vais mettre la syntaxe pour l'analyse fréquentielle, c'est celle-là. Point AC. La nature du balayage, j'ai mis décade. Ça, c'est le nombre de points, 100 points. Ça, c'est la valeur initiale de la fréquence, c'est-à-dire 100 Hz. Et la valeur finale, c'est 10 kHz. Et voilà, je peux avoir ça, on va voir ça plus en détail dans les travaux pratiques pour voir une réponse, une analyse fréquentielle de ce circuit. Maintenant, on va voir pour les réponses temporelles, c'est-à-dire en fonction de temps. Ça, c'est très simple. Il suffit de mettre la syntaxe point temps transitoire. Ça, c'est le pas. Et ça, c'est le temps final. Par exemple, pour lui, toujours, il prend le temps initial, c'est 0. Exemple. J'ai un circuit RC.
Et je veux voir comment il évolue les tensions d'entrée et les tensions de sortie. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça, c'est le titre. Ça, c'est point 1. Alors, V1 ici, c'est une tension sinusoïdale amortie. Donc, V1 est comprise entre 1 et 0. Le signal sinusoïdal amorti. Et les composantes R1 et C1, elles sont là, de ces valeurs-là. Alors, je vais faire cette étude-là transitoire, en fonction du temps. Alors, ça, c'est le pas. Je vais avancer par un pas de 1 micron. Et je vais m'arrêter jusqu'à ce que j'arrive à 60 millisecondes. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Pour mieux voir votre signal, vous devez effectuer. Alors, on a ici une fréquence de combien? Donc, ça, c'est la fréquence, je pense, c'est ça. C'est qu'on veut voir l'expression du signal. Ça, c'est la tension. Ça, c'est la fréquence du signal qui est de 500 Hz. Et on va toujours, pour voir mieux le signal, il faut prendre, par exemple, pas mal de périodes. 1 sur 500, ça donne combien? C'est 0,2, je pense. Donc ça, c'est la fréquence 1 sur 500. C'est 0,2 10-2. C'est-à-dire, c'est 24. Alors comme ça, vous pouvez voir le signal en fonction du temps, le signal ici à la sortie du condensateur et le signal temps. La même chose pour la température. Alors, lorsqu'on veut faire une étude en fonction de la température, on fait appel à la syntaxe point temps. Et ici, je mentionne les différentes températures de calcul. Je vais faire l'étude à la température, par exemple, 25, à la température 75, comme le cas ici. Je peux voir comment la caractéristique de cette diode-là varie en fonction de la température. Alors, je vais essayer de faire l'étude à 27 degrés, puis je vais faire l'étude à 75, puis je vais faire l'étude à 150 degrés. Quelle étude? C'est une étude statique, c'est-à-dire comment elle va varier. Je vais prendre ici, ça c'est le courant I1 qui circule ici, en fonction de la tension au bord de la diode. Vous voyez comment elle va varier. Alors, il y a ici une variation à une certaine température comme ça, d'autres aussi comme ça. Hein. Bon. Comment elle va varier en fonction de la température pour 27, pour 75, pour 150. On va voir ça plus en détail dans les travaux pratiques. Alors, la dernière syntaxe, c'est ce qu'on appelle les sous-circuits ou bien les sous-programmes. Dans les programmes que vous avez déjà fait, il y a les sous-circuits. Alors, comment on peut mettre des sous-circuits? Parce que parfois, ça se répète. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'instruction subséquente. Le nom du modèle et les connexions. Par exemple, un circuit, c'est-à-dire, c'est une boîte noire comme ça, il possède des connexions comme ça, et je donne un nom à celui-là et les connexions. Ça, c'est connexion 1, 2, 3, ça dépend du nombre de connexions, mais il faut respecter l'ordre de ces connexions. Et il se termine par un. Pas un, mais un. Alors, c'est un sous-programme qui possède un nom et les connexions externes. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On met la description interne de ce circuit. Par exemple, dans le cas des amplificateurs opérationnels, on utilise, par exemple, dans un circuit électronique, plusieurs amplificateurs opérationnels. Alors, l'amplificateur opérationnel va être considéré comme un sous-circuit parce qu'on ne trouve pas un sous-circuit qui va être utilisé plusieurs fois. Alors, c'est pour cela qu'on doit décrire l'intérieur ici et mettre un titre. Et l'amplificateur opérationnel, par exemple, comme modèle, combien il possède de connexions. Je
vais avoir qui possède, par exemple, comme ça. Hein? Elle possède, par exemple, elle va être décrit par moins. Elle va être décrit par, ici, l'entrée moins, entrée plus VCC, moins VCC, et la sortie. Alors, cet amplificateur va être décrit, la connexion ici, par 5, mais que vous devez respecter. Par exemple, vous allez trouver qu'il vous donne, vous devez écrire le plus, l'entrée moins, VCC, moins VCC, et la sortie. Il faut écrire les connexions dans cet ordre-là. Évidemment, ils sont espaces. Et vous donnez un nom, par exemple, LM740. Et qu'est-ce que vous faites entre les deux ici? Vous décrivez l'intérieur de ce transistor. Alors, si vous ouvrez les bibliothèques à l'intérieur de PSpice, vous allez trouver ce genre de sous-circuit, là où on a décrit l'intérieur de l'amplificateur opérationnel. On commence par subséquent et on termine par int et on donne un nom et les connexions. Alors, comment on va faire appel au circuit? On va avec la lettre X. On va faire appel au circuit par la lettre X. Une minute. Par la lettre X, c'est dans le dernier verbe. Alors, dans cette syntaxe, on utilise la lettre X, comme vous le voyez ici, et avec un nom, mais les connexions, elles viennent juste avant la déclaration du nom d'un modèle. La connexion ici, on va les mettre dans l'ordre. Mais après, on cite le nom du modèle. Exemple, on va prendre le quartz. Donc ça, c'est un composant quartz. Le quartz, évidemment, le symbole du quartz, comme on a déjà vu, c'est comme ça. Hein? Donc c'est un condensateur à quartz. Elle est caractérisée par des impedances, des inductances un peu délicates, variables, et des condensateurs, la même chose. Alors, le sous-programme de celui-là, on va l'écrire ici, donc on a mis subséquenté le nom. Alors, ce sous-circuit est seulement deux nœuds, le 1 et le 2. On a décrit ici le modèle de ce circuit, on a mis 20. Et pour simuler à l'intérieur, alors on a besoin de ce quartz et on l'a fait appel avec X ici, X. 1, entre 1 et 0, et on a mis, vous voyez que les nœuds qui étaient là, ils sont venus ici, et le nom qui était là, il est ici. Et comme ça, on peut utiliser